Bienvenue à vous, bonjour, bienvenue dans cette émission Ensemble c'est mieux, le magazine de la solidarité et du vivre ensemble sur France 3 Bretagne. Allez, je vous propose qu'on commence par le menu du jour. Ce matin, on va se détendre, quel joli programme. De quelle façon ? Eh bien par la réflexologie, une technique ancestrale selon laquelle on peut agir sur tout le corps en stimulant des zones du pied ou de la main. On vous dit tout dans un instant. Nous donnerons comme chaque semaine également un coup de pouce à un projet breton en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Ce matin, un lieu d'accueil pour personnes fragilisées à proximité de Rennes. Les livres sont à l'honneur samedi prochain. Certains les dévorent, d'autres les picorent, mais tous les adorent. Pour la 3e édition de la Nuit de la lecture, les bibliothêques et les librairies de Bretagne vous ouvrent leurs portes. Lecture, débat, rencontre, les détails tout à l'heure. Nous parlerons aussi ce matin de la douleur, une sensation ô combien subjective évidemment. Nous verrons comment par des techniques de communication et d'hypnose, le personnel soignant tente de prévenir la douleur. Enfin, nous vous présenterons le traité de jajalogie d'un breton, Pierrick Jégu, véritable ode au vin naturel à consommer avec modération, bien sûr. Tout l'inverse donc de cette émission. Allez, bienvenue à vous, voilà pour le sommaire du jour. Bonjour ma chère Catherine. Bonjour Laurence. On le rappelle, vous êtes comédienne en théâtre d'improvisation et vous nous accompagnerez tout au long de ces 52 minutes d'émission en mettant votre petit grain de sel. Qu'est-ce que vous attendez d'une émission sur la réflexologie ? Mais d'en savoir plus, parce que le peu que j'en connais, je trouve ça assez intriguant. Déjà, il y a le côté un peu télécommande du corps par l'entremise du pied. Et puis, ou de la main. Ou de la main, ouais. En effet, vous voyez, on en apprend. Mmh. Et puis, il y a aussi ce côté danger, quoi. C'est un métier de tous les dangers. C'est un métier où on voit beaucoup de pieds. Alors, les pieds, dans tout ce qu'ils ont de beau, d'humain. Mais surtout, qui dit réflexe, dit réflexologie, dit réflexe. Moi, par exemple, je suis très chatouilleuse. Donc, j'aurais un triste réflexe à donner un petit coup de pied comme ça. Voilà. Est-ce que c'est un métier dangereux ? Vous nous le direz peut-être tout à l'heure. En tout cas, hâte d'en savoir plus. Alors, Estelle Eden, réflexologue, est donc avec nous sur ce plateau. On lui posera la question tout à l'heure. Nous avons donc ce matin une émission placée sous le signe du bien-être. On va s'intéresser à cette pratique qui ne vous est sans doute pas inconnue. Mais savez-vous précisément de quoi il s'agit ? Eh bien, je vous propose une réponse tout de suite en images. La réflexologie, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout une technique de bien-être vieille de 5000 ans, tout droit venue de Chine. Et en chinois, le mot pied signifie littéralement partie du corps qui sauvegarde la santé. Stress, maux de tête ou règles douloureuses, grâce à une pression réalisée sur le bout des orteils ou des doigts, on peut apaiser vos douleurs du quotidien. La réflexologie a un principe. Les pieds et les mains seraient les télécommandes du corps. Encore faut-il avoir de bons réflexes. On vous explique. Au total, 7200 terminaisons nerveuses seraient réparties dans nos petits petons. Le gros orteil, par exemple, serait lié à notre cerveau. Quant à notre pouce, il serait lié à la nuque. Et c'est en le massant que nos migraines se calmeraient. Bon, c'est sûr, il faut éviter d'être chatouilleux. En France, l'Ordre des médecins n'a pas encore reconnu la réflexologie. La pratique n'est donc pas encadrée. Mais faites-vous votre propre expérience. 4 Français sur 10 ont déjà testé une médecine douce. Estelle Eden, vous êtes réflexologue, membre de la Fédération française de réflexologie. Vous dirigez aussi un centre de formation à Tréfieux. C'est à mi-chemin entre Rennes et Nantes. On avait envie de vous demander d'abord, en petite mise en bouche, si vous aviez déjà testé la réflexologie sur vous-même ou vos proches. Oui, tout à fait. Alors, je l'ai testé sur moi quand j'avais des petites tensions, soit en automassage, soit effectivement en allant voir des réflexologues en prévention aussi. Je prends soin de moi comme ça. Et puis surtout, j'ai 4 enfants et depuis qu'ils sont tout petits, je leur fais de la réflexologie. Donc c'est vraiment une technique qui permet de les accompagner depuis qu'ils sont tout bébés, l'adolescence, et puis maintenant ils sont adultes. Donc, ça peut fonctionner sur tout le monde ou il y a vraiment des gens qui sont plus réceptifs à cette technique qu'à d'autres ? Certainement qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres. Il y en a qui seront plus réceptifs à l'acupuncture, d'autres à d'autres techniques. Mais globalement, l'état de bien-être que la réflexologie apporte est accessible pour tout le monde. Chacun doit trouver sa porte d'entrée. Comme oui, tout à fait. En essayant de moduler par rapport le travail par rapport aux besoins de la personne et de sa sensibilité. Bon, alors écoutez, avant d'en discuter un petit peu plus, on va tout de suite voir en image comment elle est pratiquée. Notre animateur Billy l'a découverte chez une réflexologue au sud-est de Rennes. Billy, c'est à vous.
Bonjour Françoise. Bonjour Billy, Ça va bien? ça va très bien, merci. Alors ce matin, je suis venue me faire chouchouter. Chez vous, vous êtes réflexologue, c'est Tout ça? à fait, je suis réflexologue depuis 2 ans. D'accord. Je suis installée depuis quelques semaines ici à Château-Giron. Ok, alors c'est quoi la réflexologie exactement? Alors la réflexologie plantaire, moi je travaille sur le pied, mais il peut y avoir aussi la réflexologie palmaire sur les mains, dans les oreilles, sur les yeux et faciale. Ok, Alors moi je travaille sur les pieds, on appuie sur des zones réflexes pour redynamiser le corps. d'accord. Les zones réflexes correspondent à des organes vitaux dans le corps. Donc sur le pied droit, on va trouver les organes qui se trouvent à droite et sur le pied gauche, on va retrouver les organes qui se trouvent à gauche, À dans gauche. le corps. On vient vous voir parce qu'on a des symptômes Alors- ou autres, ou on va vous voir pour n'importe quel... Alors on peut venir me voir parce que on va bien, D'accord. mais qu'on a envie de booster son organisme quand même. Juste pour la détente, quoi. Juste pour la détente. On ne fait pas que de la détente, on prévient. Donc dans ce cas-là, c'est très bien de faire 2 séances dans l'année. Quand on Ah ne oui, souffre pas de plus. rien. Non, quand on ne souffre de rien. Si on a une pathologie qui nous dérange, c'est bien de venir au début de cette pathologie plutôt que de la voir s'aggraver. Et il est nécessaire entre 2 et 5-6 séances si c'est pas trop méchant. Après, c'est en fonction de la pathologie et C'est ça. des douleurs qu'on peut Et j'avais une ressentir. question, les champs d'application, c'est osseux ou ça peut être aussi Tout. les organes? Les organes, beaucoup les organes, les os, puisqu'on travaille beaucoup la colonne vertébrale, le diaphragme, et on va travailler tous les viscères. Bon, ben moi j'ai bien envie de tester. Eh hein. bien, on y va, on Hop là. teste. Alors déjà, on est bien installé, hein. Ouais, je mets un petit coussin Ah ouais, cocooning, c'est un petit confort. coussin qui chauffe. Pas besoin de petite couverture supplémentaire. Je suis très bien comme ça. Bon, alors Billy, de quoi souffrez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange Alors bah moi j'ai plutôt des douleurs articulaires au niveau des cervicales et puis au niveau estomac et tout estomac, ça, ouais. avec les fêtes on a un petit peu forcé donc D'accord. là j'avoue que j'ai un peu de difficulté là-dessus. D'accord. Donc, en réflexologie plantaire, on travaille toujours sur les 2 pieds. Donc, je commence par le pied gauche et je continue sur le pied droit. D'accord. Donc, je fais toujours une petite relaxation d'une dizaine de minutes pour que mes mains découvrent vos pieds et que Ok. vous appréhendez mes mains, de façon D'accord. à avoir le ressenti de mes mains sur vos pieds. Donc là, je passe sur le pied. Et donc je vois que là il y a une petite image avec le pied. Notre pied en fait correspond à tout le corps entier. Voilà, exactement. Mais c'est impressionnant, c'est Ouais. quoi, des terminaisons nerveuses? Des c'est- terminaisons nerveuses, tout à fait. Ah ouais. Voilà. Qui Ce sont des situées, méridiens qui se trouvent sur le pied. Donc c'est un mini-corps qu'on a sous le pied. Donc là, je passe sur les viscères. Donc du coup, toute la partie centrale du pied, ce sont les viscères. Donc peut-être qu'il peut y avoir des petits points douloureux. Et du coup l'effet il est quasi immédiat. Alors l'effet peut être immédiat. Enfin, il faut compter 2-3 jours après quand même. Ah hein. oui, Voilà. pendant 3 jours je pensais à vous. C'est possible. Il peut y avoir des petites choses qui vont pas être très agréables. On dégage on dégage le pied, donc il peut y avoir des petites réactions derrière. Donc des petites réactions pas toujours très agréables, des maux de tête, surtout là si on travaille les cervicales. Il peut y avoir des petits maux de tête. Mais ça veut dire que ça travaille. Ça travaille. C'est très bien. Moi j'aime bien quand les gens me disent derrière, j'ai eu ci, j'ai eu ça, c'est très bien. C'est impressionnant de se dire que dans le pied, là, il y a tous les y a organes. Tout à Et fait. nous, à la maison, on peut se faire des petits massages. Alors du on pied peut se comme faire des ça. petits massages. C'est pas très. Faut être très souple quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais avec son partenaire. Oui, ou, bien sûr, sans aucun souci, on peut se faire des petits massages. Après, moi, je fais des petites reptations. D'accord. C'est pas toujours évident à faire. Voilà, Bah, il y a une formation quand même. voilà, il y a la formation. Ah, mais là, on sent que directement, le traitement commence. C'est plus la même chose. C'est un, Ah, dis donc. ça fait un peu plus mal. Hein. C'est impressionnant. Donc hein. là, c'est la colonne vertébrale. Ah ouais. Sur Et le là- côté, comme ça, on. Et là, on arrive sur les cervicales. Ok. Donc il y a 7 vertèbres cervicales. Donc, Ah, sur le côté du pouce, là. Voilà. On ressent vraiment, en fonction du pied, là où vous appuyez. Ouais, les petites Ah oui, tensions c'est- qui c'est peuvent. bluffant. Hein. Bon, bah écoutez, Françoise, merci beaucoup. Bah, de rien. La réflexologie plantaire, j'ai testé. Je peux vous dire que c'est un moment très agréable. Ce qui est impressionnant, c'est de se rendre compte que dans le pied, il y a tout le corps. Tout à fait. On a bien compris que c'était un complément de thérapie et on est là juste pour passer un bon moment. Moi, ça a été vraiment un moment très agréable. Moi, je vous laisse et on retourne travailler sur l'estomac, on a dit. Hein. Allez, à plus tard. Merci, Billy. Ça m'a Merci calmée. Billy. Je crois qu'il va s'endormir. Hein. Vous en pensez quoi? Ouais, à mon avis, oui. C'est assez bluffant quand même, Estelle Eden, de se dire que finalement, tout le corps humain se retrouve sous la... C'est étonnant quand même.
Oui, tout à fait. C'est une technique empirique où en fait on observe que sous le pied, on a des zones qui sont aussi fines qu'une tête d'épingle, même plus fines, et que à travers, donc le réflexologue doit d'abord les détecter et ensuite libérer ces tensions pour pouvoir libérer ce qu'on appelle le principe d'autorégulation, un principe qui permet au corps de s'équilibrer. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez extrêmement précise. Tout à fait. Vraiment. Tout à Comment on apprend ces gestes ultra précis? Alors, quelquefois, ça peut mettre de 6 mois à 1 an pour apprendre vraiment cette détection de zones réflexes et de savoir quelle technique appliquer. Parce qu'on ne va pas partir sur du systématique, on doit adapter notre technique. Parce qu'il y a à ce qu'on plusieurs trouve. techniques en réflexologie. Tout à fait. Vous les combinez en fait. Tout à fait. On les combine pour pouvoir nous adapter le plus justement aux besoins de la personne. Alors ça veut dire que ça repose par exemple sur je sais pas, des méridiens différents. Alors, ce n'est pas des combinez méridiens différents, mais on va quand même utiliser des principes de philosophie chinoise en adaptant notre technique par rapport aux besoins qui est définie par la philosophie chinoise de l'organe. Donc une technique plus ou moins dynamique en fait. Voilà, ça repose pas sur les mêmes principes que l'acupuncture. Non, par contre, non. Pas pour moi. C'est un gros débat, mais voilà. D'accord. Quels sont les effets selon vous, les effets bénéfiques de la réflexologie? Le premier effet de la réflexologie, c'est d'amener un état de bien-être, donc diminuer les tensions qui sont liées au stress. Donc à partir de là, on va avoir une diminution de la nervosité, l'anxiété, et donc meilleur sommeil, meilleure digestion, diminution des troubles musculaires. Voilà, c'est assez vaste. Cercle vertueux, comme on dit. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre en tant que praticien face à des gens qui pourraient être un peu plus fragiles, on va dire, un peu fragilisés, qui ont une santé un peu moins bonne? Parce qu'on dit qu'on peut y aller en prévention, mais on y va aussi pour le soin. Tout à fait. Au sein de l'école, on a un partenariat avec la Ligue contre le cancer de Nantes depuis plus de 10 ans et on travaille avec d'autres institutions et on met en place un protocole particulier pour les personnes fragiles. En fait, on ne peut pas stimuler quelqu'un. Stimuler signifie l'acte qui pousse à agir, qui est trop fragile. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Estelle, vous restez avec nous. On reparlera encore un peu plus tard de la réflexologie dans cette émission avec la question d'une téléspectatrice parce que, vous le savez, cette émission est la vôtre. Nous parlions à l'instant de personnes fragilisées. Et bien justement, c'est un public auquel vous vous intéressez également, Lucie et Mathilde. Lucie Tout-le-Monde et Mathilde Chevalier-Allôme. Vous êtes toutes les deux porteuses du projet en recherche de financement participatif que nous mettons à l'honneur cette semaine dans l'émission en partenariat avec la plateforme Kengo. Alors, votre projet, c'est un lieu d'accueil situé à Hercé-près-Liffré, non loin de Rennes, entre la forêt et la campagne. Quel est votre projet? Expliquez-nous un petit peu. Mathilde, allez. Eh bien, c'est de créer une ferme d'accueil pour des personnes en difficulté, que ce soit des adultes ou des ados en situation de handicap mental et psychique, mais également des jeunes en difficulté, en décrochage scolaire. Donc, de l'accueil à la journée. De l'accueil à la journée. Voilà. D'accord. C'est une ferme pédagogique. Comment ça se passe concrètement? Il n'y a pas de production, c'est vraiment une ferme éducative. Ferme éducative. Et nous, avec des animaux. Voilà, on travaille avec des animaux de ferme, avec le potager, le jardin et tout l'environnement autour, également la forêt, le bourg. Donc, Lucie, c'est aussi se reconnecter à la nature, c'est ça? C'est tout à fait ça, Ouais. oui. Se ressourcer. Retrouver des gestes que parfois on a pu oublier, comme par exemple simplement faire de la cuisine avec les légumes du potager, par exemple. Voilà. Les soins aux animaux également? Oui, les soins aux animaux. D'accord. Oui, vous vouliez rajouter, Mathilde? Tous ces supports peuvent servir ensuite pour amener de l'apaisement, du ressourcement, du bien-être, ou justement, au contraire, travailler des objectifs précis qui ont été définis à l'avance pour les personnes qui en ont besoin. La relation avec les animaux, qu'est-ce que ça peut amener justement quand on est un public fragilisé, entre guillemets? De la confiance en soi, ça amène... Qu'est-ce que ça peut amener concrètement? Voilà. Beaucoup de confiance en soi, d'apaisement. L'animal ne juge pas la personne, lui, et puis il peut servir de déclencheur, du moins la relation avec l'animal peut servir de déclencheur justement pour aller vers autre chose ensuite. Par exemple, on peut travailler en lien avec pour la psychomotricité ou pour des ateliers mémoire pour les personnes âgées. Tout ça grâce à la relation aux animaux.
Alors, vous essayez de maintenir l'effectif justement de ces personnes au plus petit nombre possible. Pourquoi ? Pour vraiment garder le côté humain, vraiment travailler le projet des personnes. Donc, c'est pour ça que dans l'accueil social, on accueille vraiment que 3 personnes maximum pour vraiment garder le côté familial. Personnalisé. Personnalisé, oui, vraiment. Comment est née l'envie de créer ce lieu ? Qui a eu l'idée ? Toutes les deux. Bon. En fait, on est toutes les deux éducatrices et on effectue des remplacements dans des foyers qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et en fait, c'est parti d'un constat en fait, de rencontres de personnes, de résidents en fait, qui souhaitaient, qui avaient besoin de plus, ou de quelque chose de différent de l'accompagnement collectif qui peut être proposé dans les institutions. Voilà, quelque chose de plus familial, justement, de plus contenant aussi. D'accord. Alors, pour réaliser ce beau projet, vous faites appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Vous avez fixé l'objectif à combien ? 3 200 €. 3 200 €. Voilà. C'est pour pouvoir acheter des clôtures, du matériel pédagogique et aussi d'autres animaux. Pour l'instant, on a 2 chèvres, des chats et on souhaite pouvoir avoir des ânes, une basse-cour, des lapins. Très bien, voilà. Écoutez, alors il reste 13 jours, c'est ça, c'est jusqu'au 28 janvier, vous pouvez participer à ce projet, sachant que vous avez quand même déjà collecté 2 430 €, donc c'est pas mal déjà. Oui. Il manque quoi, 25% pour pouvoir aller au bout de ce projet ? C'est ça. Voilà, mais on va faire appel à la solidarité des Bretons qui nous écoutent. Il suffit d'aller sur la plateforme kengo.bzh et on retrouve ce beau projet de la ferme de la Boule d'Or. C'est à Ercy-près-Liffré, on le rappelle, dans les environs de Rennes. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine, d'un projet comme celui-ci ? Vous prêchez une convaincue. Il faut participer pour que vous y ayez. Mais je vous souhaite d'avoir un petit chien aussi, parce que vous avez des petits chats. Mais je vous souhaite d'avoir un petit chien. J'ai oublié de préciser qu'on a un gros chien. Mathilde a son propre chien. Il fallait le dire. Participer. Et peut-être que vous pourrez avoir un âne aussi. Ça, c'est important. Oui. Non, mais il y a des choses magiques avec les animaux. Le contact avec les animaux et tout. Très beau projet. En tout cas, félicitations. Merci. Et puis, sachant que vous avez adhéré également au réseau Accueil Paysan. Oui, tout à fait. Qui nous soutiennent. De manière très importante. Donc, tout ce qui est cultivé est biologique et dans l'esprit en tout cas du biologique. Bravo à vous en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour cet appel au financement participatif. Merci. Estelle, c'est une démarche qui vous touche, cette démarche Oui, je trouve ça tout à fait intéressant dans la mesure où ça s'inscrit dans un travail global de relations à travers un environnement plus large que le simple foyer, mais vraiment un environnement naturel. Donc, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Bravo. On va revenir avec vous à la réflexologie puisque c'est la thématique abordée aujourd'hui dans Ensemble, c'est mieux. Vous savez, vous avez la possibilité, vous, téléspectateurs, d'interroger nos invités. Eh bien, ce matin, nous avons une question de Françoise de Lannion. On vous rappelle, si vous aussi vous souhaitez poser une question, c'est l'adresse bretagne@ensemblesetmieux.fr, le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran ou bien également la page Facebook Ensemble, c'est mieux sur France 3. On écoute la question de Françoise à laquelle répondra Estelle. Bonjour, Françoise de Lannion, je suis praticienne en énergétique chinoise et en magnétisme. Je voudrais savoir pourquoi la législation en France est si compliquée avec mes collègues réflexothérapeutes et pourquoi elle devient vraiment de plus en plus compliquée d'exercer en France alors que plein de pays s'ouvrent aux médecines alternatives. Merci. Ah bien voilà une question extrêmement concrète. Pour moi, c'est aujourd'hui pas compliqué d'exercer en France. La réflexologie est déjà reconnue comme un métier et on voit un intérêt de plus en plus vif et de plus en plus important de la part et du grand public et des institutions. Donc, je peux pas vraiment dire que ça soit compliqué. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement la reconnaissance de l'État et c'est aussi que les personnes sachent interpeller les réflexologues pour savoir effectivement qu'est-ce qui garantit la bonne pratique.
Vous êtes membre de la Fédération française de réflexologie. Ça veut dire que les téléspectateurs, par exemple, qui souhaiteraient trouver un praticien, j'allais dire agréé, mais enfin, en tout cas, on peut aller. Il y a un annuaire sur le site de la Fédération française de réflexologie. Tout à fait. Donc, il y a un annuaire sur le site de la Fédération. La Fédération est garante d'une certaine formation, donc de certaines compétences. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on peut interroger son réflexologue sur combien de temps ont duré ces études. Ça, c'est important aussi. Des formations de quelques week-ends, ça me semble un petit peu léger. Et puis après, est-ce que le réflexologue a fait un stage pratique? Dans quelle institution? Est-ce qu'il y a eu un travail de réflexion sur sa propre pratique, du genre mini-mémoire? Ça, c'est vraiment des éléments qui peuvent garantir que votre réflexologue est quelqu'un de compétent. L'interpellation de Françoise que l'on a entendue tout à l'heure soulève aussi une autre question. Quelle est la place pour les approches thérapeutiques différentes de la médecine traditionnelle aujourd'hui? Est-ce que c'est une place un peu trop petite selon vous? Oui, absolument. Je pense qu'en France, c'est marrant, mais le bien-être est vraiment réduit à un espace qui est l'espace réservé des vacances ou quand j'aurai le temps, en fait. C'est pas, le bien-être n'est pas encore une approche du prendre soin de soi qui est intégrée dans le quotidien. Ce qui est à mon avis bien dommage parce que le fait d'être bien permet d'avoir de meilleures relations au monde, que ce soit au sein de la famille, au sein du travail ou socialement également, et aussi permet au corps d'avoir des capacités de résistance plus importantes aux éléments stressants qui peuvent nous venir de l'environnement. C'est culturel en France peut-être? On sépare encore peut-être trop le corps et l'esprit? C'est ça la problématique? Je pense. Disons que moi, j'ai fait mes études en Israël. Je suis pas mal aux États-Unis où je connais un peu ce qui se passe en Europe. Et effectivement, en France, c'est très étonnant, cette approche du corps qui est très, très cantonnée, en fait. Bon, écoutez, merci. Ah, Catherine, vous voulez réagir? Oui, et en même temps, c'est vrai, moi je suis convaincue, mais c'est vrai que là, comme on l'a entendu dans le sujet, venir en bonne santé et repartir avec un mal de tête, c'est quelque chose dont les gens sont pas encore complètement habitués à ça. C'est vrai. Et c'est une culture, il faut essayer, je pense, parce que vu l'état dans lequel a fini Billy, on a envie d'essayer. Vous avez jamais testé, vous, encore? Non, je suis chatouilleuse. Ah bah oui, c'est vrai. Oh là là. Et vous, Lucie et Mathilde, vous aviez déjà testé la réflexologie? Non. Bon, bah voilà. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire. C'est ça. Allez tester cette réflexologie. Merci beaucoup, Estelle Eden, d'avoir été à nos côtés. Merci, Lucie. Merci, Mathilde. Connaissez-vous les audiolivres, les unes et les autres? Oui. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on découvre tout de suite. Sylvaine Saliou est notre lectrice du jour. Où? Dit Lénart. Julia fit un geste à travers le pare-brise. Je le vois, dit-elle. Là-bas, dans ce champ, il est à terre. Lénart se pencha en avant. Jean-Charles Badin s'applique. C'est un polar qu'il enregistre depuis quelques jours. Le texte est facile à lire, les dialogues rendent la lecture plus vivante et l'intrigue lui plaît. Il y a un chemin là, j'y vais. Une fois sur le petit chemin couvert de gravier. Si j'ai choisi ce livre, c'est parce que je l'ai trouvé sympa à lire pour moi. Et je me suis dit que ça pouvait être agréable pour des gens qui n'avaient pas le plaisir de le lire en direct. Ce n'était pas un corps. Ce passionné de lecture est donneur de voix depuis près de 2 ans. Il enregistre 5 ou 6 livres par an pour des personnes malvoyantes qu'il ne connaît pas. J'ai toujours l'impression d'avoir devant moi un lecteur malvoyant qui prend du plaisir à m'écouter. J'espère tout au moins qu'il prend du plaisir à m'écouter et que ça lui donne du plaisir. André vient faire le plein de livres à la bibliothèque sonore de Vitré. C'est son petit plaisir depuis qu'il a perdu la vue. Bonjour. Je ne peux plus lire. Et j'aimais lire avant, donc maintenant écouter avec les donneurs de voix, c'est bien. On écoute les livres. Oui, c'est pas mal. La France mystérieuse de Pierre Bellemare. Il préfère les romans policiers, Georges Simenon ou Fred Vargas. Mais justement, Vargas, vous en avez pas eu d'autres? Faut nous demander. Ouais. Tu les as tous lus? Faut nous demander. Il y en a 7, je crois. Oui, est-ce que vous pouvez contacter les autres bibliothèques? Bien sûr, ouais. Ah, d'accord. Il y a des dizaines de milliers de livres. Oui. André n'aime pas toujours les voix, mais la bibliothèque sonore lui permet de retrouver le plaisir de l'évasion grâce aux livres. Écouter un livre, eh bien oui, c'est possible. Hélène Belleuil, Pierrick Jégu et Bruno d'Artiguenav nous ont rejoints. Bonjour à tous les trois.
Bruno d'Artigenat, vous êtes conseiller livre et lecture à la DRAC de Bretagne et vous êtes venu nous dire que samedi se tient partout en France la 3e édition de la Nuit de la lecture. On parle beaucoup en ce moment de vivre ensemble, il est au cœur de notre émission, vous le savez, et au cœur aussi du grand débat national lancé ce mardi. Est-ce que le livre est un outil au service du vivre ensemble ? Je dirais plus que jamais, parce que notamment les bibliothèques ont beaucoup évolué. Avant, c'était des lieux calmes où il ne fallait pas parler, où il fallait se concentrer, il fallait chuchoter comme dans une église. Et aujourd'hui, c'est un lieu convivial. Elles sont extrêmement modernes, confortables, avec de multiples supports d'information, avec beaucoup d'activités proposées. On peut aller voir une exposition, écouter, rencontrer un auteur. Donc, c'est devenu un lieu de vie. Et plus que jamais, et je sens beaucoup, notamment chez les maires qui ont des projets de bibliothèque, ce souci d'avoir un lieu convivial qui réunit ses habitants. Alors la 3e édition de la Nuit de la lecture, c'est donc ce samedi. Bibliothèques, médiathèques, librairies ouvrent leurs portes. Le thème cette année, c'est tous lecteurs. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire finalement et du monde à convaincre encore ? Oui, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal parce que les bibliothèques aujourd'hui sont très attractives, mais on a encore peu d'inscrits. Par contre, on a beaucoup plus de fréquentation et ça, c'est un signe extrêmement positif parce que beaucoup de gens viennent sans forcément emprunter de livres, mais consulter un site internet, regarder une exposition. Et donc ça, c'est extrêmement positif parce que ça veut dire que maintenant, on prend la bibliothèque comme un lieu de vie. Mais c'est vrai qu'il y a encore le lieu est accueillant et qu'on a plaisir à y aller. Le lieu est accueillant et confortable. On a envie de rencontrer des auteurs aussi parce qu'il y a de plus en plus de bibliothèques et de librairies qui s'engagent dans la réception d'auteurs. Mais c'est vrai qu'il y a encore du travail. On sait très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne lisent pas beaucoup. Et là, il y a toujours un travail qui est considérable. Mais là, il y a une action qui est très forte menée par les collectivités locales avec le soutien du ministère, notamment en direction des jeunes, puisqu'on sait que ce sont les lecteurs de demain. Et là, il y a quand même beaucoup d'actions qui sont menées en direction des jeunes, un lien avec les écoles qui est extrêmement fructueux. Pourquoi si peu d'inscrits dans les bibliothèques ? Est-ce que c'est la barrière du prix ? Ce qui est étonnant, parce qu'il y a comme une politique très attractive en matière d'abonnement. À votre avis, quels sont les freins ? Je pense que c'est des freins plus sociologiques. Quand on est dans un univers familial où le livre est peu présent, eh bien, l'enfant est peu enclin à se tourner vers la lecture. Donc c'est pour ça que c'est très important, le rôle des bibliothèques et de l'école, pour sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants. Et ça, je crois que c'est une des principales causes, mais il y a eu beaucoup de progrès quand même, je pense. Et notamment des actions dans les collèges et les lycées également, avec un moment de lecture sur la pause de midi, des choses comme ça, qui ont leur importance. Alors samedi, qu'est-ce qui va être proposé ? Mettez-nous un peu l'eau à la bouche pour cette nuit de la lecture. Il y a beaucoup d'actions, c'est très divers, puisqu'il y a 2000 lieux qui vont être concernés par cette nuit de la lecture, y compris en France et à l'étranger, puisque maintenant il y a 22 pays qui vont être concernés par la nuit de la lecture, grâce au travail des instituts français, aux lycées français à l'étranger et aux librairies aussi françaises à l'étranger. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a à peu près 2500 animations qui vont être proposées. Ça veut dire qu'on fait venir des spectacles, qu'on fait venir des comédiens, comme notre chère... Comme votre voisine. qui vont pouvoir donner vie à ces lieux. Et je crois qu'aussi, il y a une recherche très intéressante de la part des bibliothécaires et des libraires pour rendre le livre attrayant. Vous avez par exemple des lectures dans le noir pour sensibiliser les gens justement peut-être au problème de la cécité, comment on peut percevoir la lecture quand on ne voit pas. Il y a aussi des parlé des audiolivres tout à l'heure. Oui. Il y a aussi des lectures spectacles avec des comédiens qui viennent parler d'un livre. Et puis, vous avez des murder parties, par exemple, qui sont organisées, où il faut que vous découvriez un indice. Vous avez même des bibliothécaires qui ont proposé au public de rester dans la bibliothèque, mais ils ne peuvent en sortir que s'ils ont trouvé un indice. Autrement, ils restent toute la nuit. On va être nombreux à dormir dans les bibliothèques ce week-end. Et puis, il y a aussi beaucoup d'actions qui sont faites en direction des enfants. On raconte des histoires, il y a des soirées pyjama, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Il y a de quoi trouver son bonheur, forcément. Et il y a même des lieux un peu moins conventionnels, on va dire, les hôpitaux, par exemple, qui participent à cette nuit de la lecture. De quelle façon, par exemple ? Et les prisons, oui, vous le disiez ? Alors là aussi, il y a des actions qui sont menées, souvent grâce aux bénévoles qui gèrent les bibliothèques associatives dans les hôpitaux et en milieu pénitentiaire. Et là, on fait venir ou un écrivain ou on fait venir un spectacle. En effet, ça, je pense que c'est extrêmement positif. C'est assez fabuleux. Alors, si on veut retrouver tous les événements, eh bien, la liste complète, on la trouve sur le site nuitdelalecture.fr. C'est vraiment une belle initiative, une belle idée. Je trouve que c'est une très bonne idée. Il y avait la nuit des musées. Oui. On ne faisait rien pour la lecture. Et bien aujourd'hui, c'est fait. C'est la 3e édition. C'est formidable. Et ça s'adresse à tout le monde. Petits et grands. On peut y aller en famille. Et bien sûr, c'est gratuit, évidemment.
Catherine, vous serez présente, vous, lors de la nuit de la lecture? J'y serai, j'y participe sous les traits du en personnage. En pyjama ou pas? En pyjama, a priori, oui. J'espère qu'on va pouvoir sortir de la bibliothèque quand même en soirée. Vous nous la rendez, parce que là, on en a besoin quand même. Assigné à la passera à la médiathèque d'Assigné sous les traits du personnage Suzanne Poche. Donc l'idée, pareil, c'est de passer un petit moment convivial. Et normalement, les gens pourront sortir de la bibliothèque. Vous êtes sûre? Oui, on va voir, on ne sait jamais. Amenez vos pyjamas quand même. Eh bien, c'est noté. Vous retrouvez Catherine Bossard donc à la médiathèque d'Assigné en Ille-et-Vilaine. Pierrick, Hélène, vous participerez à la nuit de la lecture? Peut-être, probablement. Mais moi, je voulais juste rebondir sur les audiolivres, parce qu'on parlait des personnes qui ont des difficultés pour lire ou qui sont aveugles. Mais en fait, moi, les audiolivres, je m'en sers énormément pour mes enfants. Ah. Et les enfants, ils adorent, et notamment sur les trajets en voiture. Eh bien, sur les trajets en voiture, on écoute des histoires en entier. Et les enfants adorent. D'abord, ils sont calmes. C'est un avantage. Bien. Et l'autre chose, c'est que c'est eux qui demandent. Ils adorent écouter des histoires. Donc, des fois, suivant la durée du trajet, on peut avoir une histoire en entier. Un livre en entier, sur toute la durée d'un trajet en voiture. Et c'est vrai que c'est extrêmement agréable. Très belle idée d'Hélène. Merci beaucoup pour cette nuit. Pierrick, vous participerez à cette nuite de la lecture d'une façon ou d'une autre? Je n'avais rien de prévu, donc voilà, c'est une belle idée. Ouais. Je vous propose d'aller à la médiathèque d'Assigné si retrouver Madame Bossard. On verra ça. Alors, la lecture, ça nous apporte du bien-être. On va maintenant parler d'un autre aspect, la douleur. Eh bien, voilà, là, il faut aussi chercher une façon de l'apaiser. Alors, ça peut être par le livre, parfois, mais ça peut être aussi par d'autres techniques. Docteur, vous êtes professeur en anesthésie et réanimation au CHU de Rennes. On va s'intéresser justement à cette sensation subjective, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, la douleur, c'est ça, c'est subjectif? Bien, la douleur, c'est une perception subjective complètement, puisque c'est différent chacun d'entre nous. Et en fait, pour essayer d'expliquer là, le concept, on peut se baser sur c'est un vieux proverbe asiatique qui dit que la douleur est inévitable, mais la souffrance ne l'est pas forcément. Et donc, c'est intéressant comme notion. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que donc moi, je suis anesthésiste, donc je vous parlais plutôt du contexte que je connais, c'est-à-dire après une chirurgie. Et où on imagine bien que quand on a une chirurgie, il peut y avoir de la douleur associée. Donc on a toutes des techniques médicamenteuses qui sont propres à l'anesthésie pour éviter la douleur, mais on a aussi tout un arsenal d'outils de communication qui sont dérivés de techniques d'hypnose en fait, pour essayer de prévenir cette douleur. Alors c'est des choses aussi simples que... Donc ça veut dire, pour être très concret, excusez-moi, pour vous parler de la douleur, ça permet... c'est la suggérer, en fait, c'est ça que vous dites. Alors, c'est l'inverse, c'est ça. C'est-à-dire que plus on parle de douleur, plus on donne des suggestions. Voilà. On est tous suggestibles. Et donc, quand vous venez d'être opéré, vous êtes dans un contexte très particulier, et si on commence à vous parler de douleur, on va suggérer de la douleur en parlant de douleur. Et donc, l'idée, si vous avez déjà eu une intervention, vous savez que depuis 25-30 ans, on va vous demander si vous êtes douloureux. On va vous demander sur une échelle entre 0 et 10. On va vous dire 0, c'est pas de douleur, 10, c'est une douleur la pire inimaginable. Vous êtes comment? Et le fait simplement de demander ça, en fait, ça suggère de la douleur. Donc, on est maintenant plutôt dans des questions où on demande plutôt est-ce que vous êtes confortable? On va pas dire. Donc vous évitez le mot douleur, vous le bannissez. On va pas dire est-ce que vous êtes douloureux, on va dire est-ce que vous êtes confortable. Et puis si le patient répond non, eh bien on essaie de creuser pourquoi vous n'êtes pas confortable, etc. Et on se rend compte souvent que la raison pour laquelle le patient n'est pas confortable, c'est quelque chose qu'on peut, par exemple, il est mal installé, il a mal au dos, le drap est mal mis, etc. C'est quelque chose qu'on peut résoudre sans forcément passer par des médicaments notamment. D'accord. Donc ça veut dire que vous utilisez des techniques verbales. Des techniques paraverbales également. C'est verbal et paraverbal. C'est dans la gestuelle. Ouais. Et puis c'est aussi dans les mots qu'on utilise, dans les mots qu'on choisit d'utiliser. D'accord. Très concrètement, par exemple, dans la gestuelle, qu'est-ce que vous évitez de faire, par exemple? Bien, dans la gestuelle, il faut éviter d'être descendant, c'est-à-dire qu'il faut éviter de se mettre au-dessus du patient comme ça. Alors, c'est l'attitude classique, puisque le patient est souvent allongé, donc vous êtes au-dessus. Il faut essayer de se mettre au niveau du patient. C'est ce qu'on fait de façon classique quand on parle à des enfants. On s'agenouille. Eh bien, quand on parle à un patient, il faut essayer de se mettre au niveau du patient, donc se mettre au niveau du lit. Et puis, alors, il faut s'adapter aux patients, hein, mais il y a certains patients qui vont apprécier simplement qu'on les touche, juste qu'on pose une main sur leur épaule. Il y en a d'autres où vous sentirez qu'ils sont plus réticents, il ne faudra pas le faire, mais il faut s'adapter aux patients.
rien que dans la gestuelle, pour montrer qu'on est, à la minute où on leur parle, on est juste avec eux, on les écoute et on est disponible, réceptif. Donc vous suggérez plutôt le confort. On essaie de suggérer du confort en permanence. Ouais. Donc par exemple, quand on fait une prise de sang ou vous posez une perfusion, vous ne dites pas attention, je vais serrer. Voilà. Ça, c'est l'exemple typique, c'est que classiquement, on dit bon, alors c'est froid, je nettoie, c'est froid, je mets le garrot, je pique. Donc rien que le mot je pique, voilà. Déjà. Donc on est sorti de ces façons de faire et on a différentes façons de faire. On emmène le patient souvent sur autre chose. On parle d'autre chose. Vous êtes venu comment à l'hôpital? Ah, vous habitez à tel endroit, mais je connais bien, etc. Donc on essaye de dévier son attention sur autre chose. C'est de l'autosuggestion? C'est de l'autosuggestion, complètement. Ouais. Et quand on démarre une anesthésie, on fait la même chose. On essaye d'emmener le patient sur ce qu'on appelle un lieu de confort, c'est-à-dire on lui demande où est-ce que vous étiez où aux dernières vacances, ça s'est bien passé, ah oui c'était super, et on essaye de parler d'autre chose et de suggérer du confort sans parler en détail de... Parce que l'idée ancienne c'était de se dire si on prévient le patient, on lui dit je vous pique, il sera prévenu. Et en fait non, ça engendre plus de douleur qu'autre chose que de dire je vous pique. Est-ce que ce sont des techniques dérivées de l'hypnose ou de certaines techniques de communication thérapeutique? En fait, oui, c'est dérivé de l'hypnose et de la communication thérapeutique. Donc là, c'est pas en tant que tel de l'hypnose, c'est plutôt de la communication thérapeutique. Mais actuellement, les personnels, en tout cas au CHU de Rennes, grande partie des personnels paramédicaux et médicaux sont formés à la communication thérapeutique et donc s'adressent différemment aux patients dans toutes les étapes que peut avoir un patient quand il vient se faire opérer. Est-ce que vous sentez que ça change la relation entre le soignant et le patient? Oui, ça change. Oui. C'est sûr, ça change énormément les choses. On voit bien qu'il y a une différence fondamentale entre aujourd'hui et la façon dont c'était il y a 10 ans. Voilà. D'ailleurs, quand on a des patients qui viennent se faire opérer, qui se sont déjà fait opérer antérieurement, ils vous le disent, c'était pas comme ça, il y a 10 ans. Donc, non, les choses changent, ça change vraiment la relation avec le patient. Et ce n'est que le début d'une petite révolution dans le milieu médical, quand même. Je pense que ça n'est que le début, oui. Donc, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se forment. La communication thérapeutique, c'est plus développé, mais il y a aussi l'hypnose, c'est l'étape d'après. Vous l'utilisez, vous, en anesthésie, l'hypnose? Alors, en anesthésie, c'est utilisé de plus en plus. Alors, il ne faut pas confondre hypnose et hypnose. Il y a hypnose qui est simplement suggérer du confort au patient, comme je vous ai parlé. Puis il y a la technique d'hypnose en elle-même, où on peut vraiment faire une chirurgie en tant que telle sous hypnose complète. Ça, c'est autre chose. Mais le tout, c'est un tout. Et la communication thérapeutique, c'est dérivé des mêmes techniques que l'hypnose, au final. Donc, voilà. Mais en anesthésie, oui, c'est utilisé l'hypnose de plus en plus, oui. Merci beaucoup, professeur Belleuil, pour ce sujet très, très intéressant. Pierrick Gégu, vous connaissez ces techniques d'autosuggestion, on va dire? Oui, enfin, pas en termes, pas directement dans le milieu hospitalier, mais j'ai testé l'hypnose, notamment pour essayer d'arrêter de fumer, et ça a fonctionné pour le coup. Voilà. Et, je ne faisais pas partie ni des sceptiques, ni des... voilà, j'étais en attente de quelque chose, et ça a fonctionné, ouais. Très très bien. Eh bien, écoutez, voilà, de bons retours. Et vous, Monsieur Dartigena, vous connaissiez ces techniques-là à l'hôpital? Non, je n'ai pas expérimenté encore. Allez, je vous propose maintenant de faire un petit tour sur la toile. Vous l'avez compris, un zoom sur les lieux emblématiques qui nous ont inspirés sur les tournages en Bretagne. Maïlène Villaverde déroule pour nous la bobine du film. Notre région a accueilli des centaines et des centaines de tournages. Les réalisateurs trouvant ici les décors naturels, les lumières et les personnages nécessaires à la réalisation de leurs œuvres. Alors pour débuter cette série, je vous propose une petite exploration des films qui ont marqué l'histoire du cinéma en Bretagne. Et pour cela, nous serons accompagnés par deux guides, Nolwenn et Maria Blanchard. Bonjour Nolwenn, bonjour Maria. Vous êtes originaire du Morbihan et vous avez co-écrit ce livre en 2015, donc La Bretagne au cinéma. Comment vous avez travaillé et choisi ces films ? Alors, en fait, au départ, on a répertorié avec l'aide de la Cinémathèque, qui avait déjà fait ce travail, tous les films qui avaient été tournés en Bretagne. Et nous, on a fait le choix de parler de ceux dans lesquels la Bretagne avait vraiment un rôle important et qui ont montré en fait une représentation particulière, c'est-à-dire des films qui n'auraient pas pu se faire ailleurs. Donc la Bretagne avait un rôle dans le scénario, que ce soit comme personnage, comme toile de fond, mais qui accompagnait l'intrigue en fait.
Alors il y a un réalisateur qui a beaucoup tourné en Bretagne, c'est Claude Chabrol. Le premier film qu'il a tourné en Bretagne, c'est Que la bête meurt. Et il a pu s'inspirer vraiment de l'environnement, du paysage, du climat, de tous les éléments qui composent un peu les paysages de la Bretagne, pour inscrire ça dans son scénario et accompagner vraiment le développement de l'intrigue, puisque c'est un père qui cherche à venger la mort de son fils qui a été fauché par un chauffard. Que la bête meurt est tourné en 1969 avec Jean-Yann dans le rôle du chauffard meurtrier. Un film tragique à l'ambiance pesante que Chabrol installe en Bretagne. C'est la première fois que j'ai un rôle vraiment sérieux, un rôle qui n'est pas fait pour faire rire. Je peux pas, au départ, j'écrabouille un petit garçon de 8 ans à la première image. Alors évidemment, ça supprime tout le côté comique troupier qui pourrait éventuellement naître par la suite. Eh bien écoutez, c'est après un bouquin anglais qui se passait en Cornouailles. Alors, comme je l'ai adapté, on l'a adapté sur la France, on a immédiatement pensé à la Bretagne, avec Gégoff qui est le scénariste, et comme il connaît très bien lui la Bretagne, un peu moins bien que lui, mais que j'avais fort envie de la connaître davantage, je me suis dit, après tout, c'est la meilleure idée possible. Alors on n'a jamais songé le tourner ailleurs qu'en Bretagne, on va dire. Au total, Claude Chabrol va réaliser 7 longs métrages dans la région, dont Le Fantôme du Chapelier, tourné en 1982 à Concarneau avec Michel Serrault et Charles Aznavour, ou encore La Cérémonie en 1994 à Saint-Malo avec Sandrine Bonner et Isabelle Huppert. Chabrol sait mettre à profit le climat et les paysages bretons qui ont toujours servi l'intrigue de ses films. Les côtés un peu brumeux, les paysages escarpés, où finalement n'importe qui peut déraper à n'importe quel moment, et on ne sait jamais si c'est un meurtre, un accident. Et donc Chabrol arrive bien à mettre en avant ces aspects-là de la Bretagne. Il y a un autre réalisateur qui a pas mal tourné en Bretagne, c'est Emmanuel Poirier. Oui, c'est ça. Il a tourné 3 films en Bretagne. En général, ces films sont des road movies. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de la route, de vivre des histoires dans des petites villes. Ça peut être des villes de la côte aussi. Et puis de traverser la Bretagne de ville en ville, en fait. Et à chaque fois, on vit des histoires différentes. Ça fait évidemment évoluer les personnages. J'ai un rapport personnel, affectif avec la Bretagne. Comme je mets beaucoup de moi dans mes films, je mets aussi ma vision de la Bretagne, de ce que je ressens. C'est là où je m'exprime bien, où je me sens bien, où je situe bien les histoires que j'ai envie de raconter. On n'a pas pour très longtemps. De nombreux réalisateurs sont venus tourner en Bretagne pour son littoral. Le littoral breton est très présent dans les films tournés en Bretagne. Je pense notamment à L'Équipier, qui est un film qui a été tourné à Ouessant. Il y a une sorte d'image de bout du monde où finalement les habitants sont un peu malmenés par les éléments. Ça permet de faire un climat aussi un peu en huis clos, mais entouré par la mer. Un des premiers réalisateurs qui a mis en image la mer et la côte bretonne, c'est Jean Epstein. Lui, il a fait une sorte de travail ethnographique où il a vraiment passé du temps avec les habitants. Il a souvent même embauché des amateurs qui n'étaient pas spécialement comédiens pour jouer dans ses films. Et donc il arrive à bien retransmettre le mode de vie des habitants, leurs difficultés, en mettant vraiment en valeur la région. De même qu'autrefois, le Breton édifiait sa maison en bois, aujourd'hui encore, parfois, il construit lui-même sa barque. Il y a un film qui reste quand même ancré dans les mémoires quand on parle de cinéma en Bretagne, c'est Les Galettes de Pont-Aven. Il joue beaucoup avec les clichés dans ce film, mais c'est pour autant, la trame principale, ça reste un road movie. Tu passes là. Oui. Beignet, pomme d'appui. Alors je vais faire des petits virages. Ouais, beignet, pomme d'appui. Voilà, Pomme par là. d'appui. Pomme d'appui, beignet.
Jean-Pierre Marielle traverse la Bretagne pour échouer un petit peu à Pont-Aven. Et donc on voit totalement sa transformation. Donc on voit moins le littoral, mais par contre il traverse les campagnes, les petites villes, les petites bourgades, avec à chaque fois beaucoup de petits détails au niveau de la mise en scène, au niveau du décor et au niveau des personnages qui intègrent bien l'histoire et le personnage dans une certaine réalité bretonne. De Kenavo à Yermatt, il n'y a qu'un pas, à la vôtre, Pierre Guégu, on pourrait dire ça comme ça. Oui. Vous êtes l'auteur du traité de jajalogie, publié aux éditions 180 degrés. On a envie de vous demander comment est venue l'idée de ce livre qui décrypte les fondamentaux du vin naturel. Alors pour être franc, c'est une idée partagée avec donc l'éditeur Éric Fesneau. Moi j'ai l'impression que quand les gens boivent du vin, ils boivent le vin, mais ils oublient un peu qu'on boit aussi une démarche. Et pour faire du vin, il y a plusieurs démarches. Il y a la démarche conventionnelle. Et nous, on a un attachement particulier à la démarche, la grande famille des vins bio et nature. Alors expliquez-nous un peu la différence entre bio, biodynamie, vin naturel, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une palette... Oui, alors ils ont tous un objectif commun, c'est de faire du vin avec du raisin. Ça, c'est la base. Et qu'avec du raisin, parce qu'on peut... Il y a tout un tas de produits qu'on peut rajouter à la fois dans les vignes et surtout en vinification. Et donc, cet objectif-là entre les bio, les biodynamiques et les natures, en fait, les natures sont des gens qui travaillent forcément en bio. Tout ce petit monde-là travaille en bio dans la vigne. D'accord. Voilà, donc pas d'herbicides, pas de pesticides, voilà, pas de tous ces produits un petit peu chimiques et dangereux. Et ensuite, l'idée, c'est de respecter au mieux la vendange et de surtout pas la travestir, c'est-à-dire de manipuler le moins possible le vin en cave. Et de ne pas ajouter de produits qui rajouteraient en fait des filtres entre le vin et le terroir. On parle toujours de vin de terroir, mais plus on met des produits, plus on met de filtres entre le vin et le terroir, donc moins on le ressent, quoi. Alors au cœur de toutes les préoccupations, on parle des sulfites. Alors oui. Le vin en contient, on va dire, naturellement, ouais. Produit naturellement. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ces sulfites. Alors les sulfites, c'est des antioxydants, antibactériens, un peu tout. Donc c'est un petit peu le dernier produit dont les natures ont du mal à se séparer. Ils y parviennent parfois, certains tout le temps. C'est plus facile dans certaines régions que dans d'autres. Il faut aussi que le raisin soit assez équilibré pour pouvoir s'en passer. Voilà, l'idée c'est d'en mettre le moins possible et d'arriver si possible à ne pas en mettre du tout. Voilà, auquel cas on parle de vin complètement nature. C'est ce qui est assez rare, des vins totalement nature. Oui, ce qui est assez rare. Après, je pense qu'il y a beaucoup de vignerons qui tendent vers ça. Et cet objectif-là est beau et noble. Et donc je pense que déjà, il faut considérer ceux qu'on met très peu comme faisant partie de cette philosophie nature intéressante, quoi. Ça vous énerve quand on dit ouais, mais tout ça c'est des vins de bobos. Ça vous énerve beaucoup même. Oui, ça m'énerve parce que avant tout c'est des vins qui sont faits dans la vigne par des vignerons main calleuse qui s'échinent à travailler, qui s'acharnent à travailler en bio. C'est des prises de risque tout ça. Donc faire passer ces vins-là pour une espèce de mode un peu éphémère réservée aux habitants du 11e arrondissement à Paris. Ça m'agace un petit peu, parce que ces vins-là naissent dans la vigne et pas dans les vitrines des cavistes ou des bars à vin, quoi. Alors, ce que vous essayez de faire comprendre dans ce livre, c'est quoi? C'est que finalement, il n'y a pas que l'AOC qui compte, il n'y a pas que l'appellation d'origine contrôlée, ni la région, mais c'est le travail du domaine, le travail du vigneron que vous voulez mettre en avant. Voilà, je pense que l'échelle de vérité d'un vin, elle se situe au niveau du domaine, au travail qui est fait par le vigneron sur ce domaine, à la connivence qu'il entretient avec son terroir, et à la connaissance comme ça qui petit à petit en acquiert. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on peut pas. Moi, je suis toujours un petit peu étonné quand on me dit j'aime pas le Beaujolais ou j'aime beaucoup le Saint-Émilion. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que on peut avoir deux domaines voisins, quelqu'un qui travaille très bien et le voisin qui travaille un peu moins bien. Donc voilà, je pense que la seule échelle de vérité, c'est vraiment le travail qui est fait au domaine, quoi.
Alors souvent, on parle de non-interventionnisme sur les vignes. En fait, les gens essayent d'être le plus fidèles possible, évidemment, à la vendange. Mais en fait, c'est une exigence et une surveillance de chaque instant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait du vin naturel qu'on se tourne les pouces toute la journée et qu'on attend que ça pousse tout seul. Non, bien au contraire. Alors déjà, bien au contraire. Il y a un travail extrêmement rigoureux à la vigne pour pouvoir rentrer la vendange la plus équilibrée possible, qui peut, elle, justement, supporter une vinification non interventionniste, entre guillemets. Parce que certes, on n'intervient pas en brutalisant le vin, en ajoutant des produits, mais c'est une surveillance de tous les instants, une rigueur en termes d'hygiène. Donc j'ai envie de dire que ces vignerons-là font les choses dans l'ordre. D'abord, un travail énorme à la vigne pour pouvoir rentrer la vendange la plus convaincante, la plus équilibrée possible, de manière à pouvoir se passer ensuite de toutes les béquilles œnologiques. Très bien. Écoutez, vous rendez un bel hommage en tout cas à tous ces vignerons qui travaillent bien, à consommer avec modération, bien entendu. Et puis c'est très pratique parce que vous donnez en plus des cartes des principales régions viticoles avec quelques bons domaines, bonnes adresses, quelques conseils. Voilà. C'était compliqué de faire un petit best-of de domaines, mais on l'a fait en oubliant d'autres qu'on adore aussi, parce qu'il y a de plus en plus de vignerons qui travaillent très bien un peu partout. Il y en aura un tome 2 peut-être. J'espère. Voilà. Le traité de jajalogie de Pierrick Jégus est donc publié aux éditions 180 degrés. Vous connaissez les vins naturels, Catherine ? Oui. Avec modération, bien sûr. On parlait d'antidouleur aussi. Non, mais c'est ça aussi, c'est le sens qu'on donne à ce qu'on boit. Et puis, souvent, il y a des histoires. C'est qu'en plus de la bouteille de vin naturel, on va justement vous livrer une histoire, parfois des péripéties du vigneron, des choses comme ça. Donc, oui, c'est un joli monde. Et puis, j'invite tout le monde à au moins goûter, tremper ses lèvres. Et puis, découvrir l'univers, c'est joli. Oui, effectivement, le vin est fait par les vignerons et pas forcément par ceux qui le boivent, ou en tout cas, ils tentent de... Non, mais c'est bien, c'est vertueux tout ça. Enfin, ceux qui le boivent permettent aux vignerons de continuer à en faire. Oui. Voilà, donc il faut continuer dans ce sens-là. Exactement. Merci beaucoup à tous d'avoir été à nos côtés. En vue d'une prochaine émission, nous attendons vos témoignages sur le don du sang. Si vous êtes un donneur régulier, quelles sont vos motivations ? Vous pouvez nous faire part de vos réactions sur l'adresse qui s'affiche bretagne@ensemblec'est-mieux.fr, le numéro de téléphone ou sinon la page Facebook Ensemble c'est mieux sur France 3. Voilà, on arrive déjà au terme de ce magazine. On se retrouve demain, mercredi. On parlera entre autres des plantes dépolluantes, de mode éthique et des compagnons du devoir. On vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.